Madame et Messieurs, bonjour, merci de nous rester fidèles. Voici les titres de cette édition. Le président de la République de Côte d'Ivoire de retour à Abidjan, Alassane Ouattara, a participé hier à Accra au Ghana à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Les travaux et discussions ont porté sur la situation sociopolitique en Guinée-Conakry et au Mali. Le point dans ce journal. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi, aujourd'hui face à la presse, les actions gouvernementales, la croissance économique pour l'année 2021 et les perspectives de développement du pays, autant de sujets au menu de cette rencontre à l'auditorium de la Primature dans la commune du Plateau. Enfin, entre Pologne et Biélorussie, des milliers de migrants pris au piège de la forêt. Le président de la République, Alassane Ouattara, de retour hier en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien a participé à Accra au Ghana à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation sociopolitique en Guinée-Conakry et au Mali. Plusieurs décisions ont été prises par l'organisation ouest-africaine. Pour en parler, Jérôme Kofi Aboula. Accra, la capitale ghanéenne, lieu par excellence d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO ce dimanche 7 novembre 2021. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, après avoir pris part à cette rencontre, est de retour à Abidjan. C'est aux environs de 15h25 que l'avion le transportant en provenance du Ghana s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. À sa descente de l'appareil, le chef de l'État a été accueilli par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, avec plusieurs autres membres du gouvernement. Cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à laquelle le président Alassane Ouattara vient de participer, s'est réunie sur la situation sociopolitique au Mali et en Guinée. Le Mali et la Guinée, deux pays respectivement bouleversés par des coups d'État, provoquant ainsi le départ forcé des présidents Ibrahim Boubacar Keïta et Alpha Condé. Face à cela, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, présidée par le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo, ne cesse de multiplier les efforts pour la mise en œuvre de ces décisions. Lesquelles décisions portent notamment sur la tenue des élections dans un bref délai pour le retour à l'ordre constitutionnel à Bamako et Conakry. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr la conférence de presse du Premier ministre Patrick Achi. Le chef du gouvernement ivoirien a abordé plusieurs sujets, notamment les actions gouvernementales, la croissance économique pour l'année 2021 et les perspectives de développement du pays. Alors, des membres du gouvernement ivoirien se sont prononcés sur la conférence de presse ce matin du Premier ministre Patrick Achi. Écoutons-les. Très belle conférence de presse qui a permis de faire le point de l'action gouvernementale depuis le remaniement ministériel qui est intervenu. On ne peut que se féliciter, qui ont été donc communiqués par M. le Premier ministre. Et nous, en tant que membres du gouvernement, notre rôle est d'apporter le soutien nécessaire à l'action gouvernementale. Ce n'est pas surprenant parce que nous savons la compréhension très fine que le Premier ministre a des sujets qu'il traite et des sujets qui sont ceux du gouvernement. Le Premier ministre a une volonté forte de faire avancer les choses, ce qui, pour nous, ministres, est un élément de facilitation. Nous savons toute l'énergie qu'il y met, nous savons la détermination qu'il y met. Notre rôle est facilité. Donc aujourd'hui, j'allais dire, la feuille de route est là. Tout ce qui reste à faire, c'est la suivre, l'appliquer pour le bonheur des Ivoiriens. Et je pense que la leçon est bien comprise. En si peu de temps, ce qui a été fait, le travail qui a battu, surtout dans le domaine du social où j'interviens particulièrement, je pense qu'il y a des choses importantes qui ont été réalisées. Mais il y a beaucoup de défis également qui nous attendent et nous avons bien compris que nous devons tous nous mobiliser et être engagés. Cette occasion a permis à M. le Premier ministre de faire le bilan des activités
et d'engager les perspectives attendues du gouvernement. En tout cas, en tant que membre du gouvernement, je suis très satisfait du bilan qui a été dressé. Le Premier ministre nous exhorte à travailler davantage pour que la vision de son Excellence, M. Alassane Ouattara, du développement soit une réalité. Conférence de presse ce matin du Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. Notre reporter Herman Guivet a suivi les échanges à l'auditorium de la primature dans la commune du Plateau. Bonjour Herman Guivet, que retenir de cette rencontre ? Oui, bonjour Juliette Ouéa, nous sommes ici à l'auditorium de la primature où la conférence animée par le Premier ministre Patrick Hachi vient juste de s'achever. Comme vous pouvez bien le constater en arrière-plan, les différents ministres et tous les invités qui ont pris part à cette conférence de presse sont en train de sortir de la salle. Ce qu'il faut retenir essentiellement de cette conférence de presse, c'est que le Premier ministre, pendant 2 heures, a passé en revue les différents sujets qui donc conduisent l'action gouvernementale. Patrick Hachi a répondu sans faux fuyant aux questions des journalistes, répondant donc de façon directe à leurs questions précises, questions touchant l'économie nationale, touchant la bonne gouvernance, touchant le développement du secteur économique et privé. Patrick Hachi a mis un point d'honneur à insister sur l'importance de l'impact que le secteur économique et privé peut donc avoir sur le développement d'une nation et précisément de la Côte d'Ivoire. Il a surtout invité chacun des acteurs politiques à garder la constante dans ce qui est du dialogue politique. Il a également demandé aux Ivoiriens de continuer de faire confiance à l'équipe gouvernementale dont il assure la direction sous bien sûr la direction principale du chef de l'État. Pour finir, Patrick Hachi a demandé aux Ivoiriens de rester confiants dans l'avenir, annonçant que de grands projets structurels et de grandes perspectives pointent à l'horizon. À vous l'antenne, Juliette Ouéa. Merci Herman Guivet. Rappelons que les gestes barrières nous sécurisent et nous protègent contre le coronavirus, alors adoptons-les quotidiennement. En Côte d'Ivoire, 17 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte actuellement 61 421 cas confirmés de coronavirus, 60 251 personnes guéries, 699 décès et 454 cas actifs. Le 6 novembre dernier, 18 929 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 530 408 doses du 1er au 6 novembre 2021. Les frontières américaines enfin rouvertes après 20 mois de restrictions en raison de la maladie à coronavirus. Les États-Unis ont rouvert aujourd'hui leurs frontières. Le pays se prépare à un afflux de visiteurs vaccinés contre la Covid-19. Un tout autre sujet à présent, la Côte d'Ivoire engagée pour un développement durable du palmier à huile. Le pays avait pris cette décision en 2016 lors de la conférence de Marrakech sur les changements climatiques. 5 ans après, l'heure est au bilan à la COP26 à Glasgow, en Écosse. Le point, Grace Kando. La Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays signataires de la déclaration de Marrakech pour le développement durable du secteur du palmier à huile. 5 ans après, une évaluation pour faire l'état des lieux sur le sujet lui est choisie, la COP26 à Glasgow. Selon les acteurs du secteur, beaucoup a été fait. Je peux citer par exemple la production d'engrais en compost, qui est, n'est-ce pas, un engrais organique et qui permet donc de lutter contre l'utilisation des engrais minéraux. Nous essayons aussi de construire donc des projets qui permettent d'améliorer les ressources des petits planteurs en associant d'autres cultures à la culture du palmier à huile. Nous essayons aussi de développer des essences forestières qui permettent donc de reboiser certaines zones, n'est-ce pas, dans les zones de production du palmier. Plusieurs plans d'action élaborés certes, mais des défis restent à relever. C'est de faire en sorte que le petit producteur puisse certifier sa production. Il faut l'encadrer, il faut l'accompagner. Il y a aussi l'inclusion du genre, faire en sorte que les minorités, les femmes et tout ça participent, n'est-ce pas,
au développement de la filière palmier à huile avec de bonnes pratiques tout en préservant, n'est-ce pas, la nature, la biodiversité et en améliorant leur environnement immédiat. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays producteur africain d'huile de palme après le Nigeria et produit 55 000 tonnes d'huile par an. Des acquis à préserver tout en respectant la protection de l'environnement. C'est vrai que le palmier à huile, c'est un produit qui, dans sa manière de faire, donne beaucoup d'argent à nos producteurs. En même temps, il faut protéger la nature. On veut vulgariser cette culture, mais il faut la faire avec intelligence et mettre en œuvre les technologies qui puissent permettre de conserver la forêt. Selon l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile, la Côte d'Ivoire dispose de 175 000 hectares de plantations villageoises de palmiers à huile et 75 000 hectares de plantations industrielles. Dans l'actualité également, la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de l'urbanisme, 72e édition, autour du thème « Adapter les villes à la résilience climatique ». En Côte d'Ivoire, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, a fait une déclaration. Pour en parler, Cheikh Koné. Les impacts liés au changement climatique ainsi qu'à d'autres aléas pourraient coûter aux villes du monde entier plus de 172 000 milliards de francs CFA chaque année, d'ici à 2030, si rien n'est fait pour renforcer la résilience urbaine. C'est tout l'enjeu du thème consacré à cette 72e journée mondiale de l'urbanisme, adapter les villes à la résilience climatique. Tous les observateurs sont unanimes. La résilience des villes passe par l'anticipation des effets des crises multiformes et multirisques, par l'adoption d'une planification urbaine plus adaptée qui privilégie entre autres les sources d'énergie renouvelables. Face au risque de l'urbanisation galopante, la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Cette croissance urbaine, sur une durée relativement courte, fait de la Côte d'Ivoire l'un des pays les plus urbanisés, mais en même temps un pays affecté par les nombreux maux inhérents à l'urbanisation, dont le déficit de logement, le manque d'infrastructures, d'équipements, de services de base, les problèmes de salubrité, de gestion des déchets ménagers, les problèmes d'insécurité. Le gouvernement ivoirien, depuis quelques années, s'est engagé dans plusieurs réformes structurelles. Afin d'améliorer l'environnement urbain et d'offrir un cadre de vie mieux assaini à nos concitoyens, l'État a, au plan législatif et réglementaire, adopté de nouveaux textes en matière foncière et de planification urbaine. Il a, en parallèle, entamé la réalisation des documents d'urbanisme prévisionnels pour un grand nombre de nos villes, ainsi que je l'indiquais tout à l'heure, et mis en place une procédure de traitement et de délivrance plus rapide des actes de propriété foncière. Le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre Patrick Achi, a engagé le projet d'adressage des voies et des lieux d'habitation, qui est entré dans sa phase active. À travers le monde, la croissance urbaine s'accélère à un rythme effréné. 50% de la population mondiale vit désormais en ville et ce chiffre pourrait atteindre 70% d'ici à 2050. Direction San Pedro, dans la région sud-ouest du pays. Cette localité a abrité récemment la cérémonie de clôture de la caravane du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Caravane intitulée « Opération Tiroir vide ». Plusieurs sujets ont été débattus lors de cet événement, notamment le foncier urbain. Les précisions de Sam Conan. La caravane du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, dénommée Opération Tiroir vide, a drainé du monde à la place Ado de San Pedro. Pour le premier adjoint au maire, cette caravane est la bienvenue. Et pour cause. La ville de San Pedro présente un désordre urbain, voire un paysage déstructuré par les habitats spontanés, encore ruraux par endroits, avec de nombreux lotissements anarchiques. Il s'agit à travers cette caravane de rapprocher les services du ministère des populations des villes de l'intérieur du pays, de les sensibiliser sur les bonnes pratiques dans le domaine du foncier, d'appuyer les stocks de demandes d'actes en attente et de promouvoir les produits du ministère, à savoir les permis de construire,
L'arrêté de concession définitive appelé ACD et le contrat de bail sécurisé à usage d'habitation. Il s'est trouvé que ce sont les géomètres véreux qui sont allés vers les chefs. Donc c'est eux qui ont abusé de l'ignorance des chefs. C'est ce qui a fait que les chefs sont rentrés dans le faux. Aujourd'hui, s'il y a une caravane pour expliquer, pour recadrer les choses, nous trouvons cela bon. L'État est propriétaire, mais nous sommes les gardiens de cette terre. Et je pense qu'il était important que nous sachions ce qui est notre responsabilité. Nous, les Koulmens de San Pedro, on n'a pas appris, on ne nous a pas conseillé. Alors si l'État a décidé de nous apporter ceux qui connaissent ce droit, moi ça ne me va droit au cœur. Parce que je n'ai pas besoin de jeter dans des problèmes. Répondant à la préoccupation du premier adjoint au maire, le directeur de cabinet adjoint préconise une rénovation du noyau urbain de San Pedro. L'anarchie dans la construction et la faiblesse du contrôle des constructions au niveau local, ce qui engendre la prolifération de tout ce qui est quartier précaire, particulièrement à San Pedro. La ville mérite donc un plan de rénovation de son noyau urbain en vue de mieux restructurer et de renforcer les équipements sociaux collectifs dans ces 10 quartiers. La caravane du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme prend ainsi fin à l'intérieur du pays. La suite à Abidjan. Toujours en Côte d'Ivoire, comment redynamiser le secteur industriel? Les acteurs ont participé il y a quelques jours à un atelier dans la commune du Plateau. C'est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie en partenariat avec le groupement des agences et prestataires de l'industrie événementielle. Les explications de Ange Kouakou et Didier Nguessan. Les différents acteurs de l'industrie événementielle réfléchissent sur la professionnalisation de ce secteur en Côte d'Ivoire. Avec la suspension des concerts et autres spectacles culturels à l'avènement de la Covid-19, l'événementiel a été négativement impacté. La crise sanitaire a été un facteur très important pour nous rendre compte que ce secteur a été fortement impacté, mais malheureusement n'était pas structuré. Donc nous n'avons pas pu bénéficier de diverses formes d'aide au niveau de l'État. Les attentes, c'est d'abord la validation des termes de référence que nous avons élaborés en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, qui est notre appui institutionnel. Au cours d'une séance de travail entre les professionnels du secteur sur les enjeux et défis de l'industrie événementielle, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire entend les accompagner à travers un symposium. L'enjeu pour nous, c'est de permettre donc aux acteurs de ce secteur de se mettre ensemble, de se regrouper, de réfléchir et de montrer l'importance de ce secteur sur le marché ivoirien en termes de création d'emplois, en termes de chiffre d'affaires, et même en termes de contributions fiscales, sociales. Parce qu'ailleurs, ça crée de l'emploi, ailleurs, ça crée d'autres activités. Selon une étude d'un cabinet international, le marché de l'événementiel africain avoisinerait les 22 000 milliards de francs CFA. Ce chiffre d'affaires est multiplié par 25 à l'échelle mondiale. Autre actualité, bilan positif pour l'organisation internationale Save the Children, section Côte d'Ivoire. Cette structure œuvrant pour la promotion et la protection des droits de l'enfant dans le monde a organisé récemment une journée porte ouverte, événement pour marquer la célébration des 30 ans de Save the Children. Les détails, Godefroy Okambawa. L'éducation, les violences basées sur le genre et la réduction de la pauvreté sont entre autres les secteurs d'intervention de Save the Children en Côte d'Ivoire. De manière concrète, on travaille pour les enfants en général et les enfants vulnérables en particulier. Mais il y a aussi tout ce qui est protection de l'enfant. Quand je parle d'enfants vulnérables, il y a protection de l'enfant. On travaille aussi dans le secteur de la lutte contre les violences, tout type de violence vis-à-vis des enfants. L'organisation qui a 30 ans de présence dans le pays ouvre ses portes au public. Ils font un très grand travail et sur un grand territoire. Et c'est à féliciter. Avec tous les programmes qu'ils mettent en place, c'est vraiment remarquable. C'est une opportunité pour nous de pouvoir découvrir encore les activités que Save the Children mène sur le terrain. Nous avons découvert aussi que Save accompagne même des ONG locales.
nous découvrons aussi qu'il y a plusieurs activités qui sont soutenues, comme des activités contre le palu, les OEV aussi qui sont soutenues. Donc c'est un plus pour nous aussi. Réaliser des changements durables dans la vie des enfants, une priorité pour cette organisation. Nous travaillons dans la santé, dans la nutrition, la protection de l'enfant, l'éducation, le renforcement économique des ménages. Nous faisons beaucoup de choses. Nous couvrons le territoire ivoirien avec nos partenaires de la société civile nationale. Donc c'est une très belle opportunité et nous souhaitons créer des synergies avec tout le monde, quel que soit le secteur d'activité. Save Children est une organisation internationale qui œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'enfant dans le monde. Elle couvre 82 des 109 départements que compte la Côte d'Ivoire. En 2020, près de 1 500 000 enfants vulnérables ont été pris en compte dans la mise en œuvre de ces programmes. Des festivités à Nangaka, dans le nord du pays. En effet, 54 chefs de village ont reçu récemment leurs arrêtés de nomination. Cérémonie en présence du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly. Les précisions de Ami Sissoko. Arrêté numéro 17, RPDP Korogo, portant nomination du chef du village de Nangaka, sous-préfecture de Korogo. L'État donne un statut légal à 54 chefs de village, dont une dame, de la zone de Nangaka dans la sous-préfecture de Korogo. Ils ont tous reçu leur arrêté de nomination à Nangaka des mains du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, renforçant ainsi leur pouvoir de décision. La fonction de chef est héréditaire. Dans le village, le chef est le gardien des biens et le dépositaire de la coutume dont il doit faire respecter les prescriptions. Monsieur le ministre, acceptant d'associer votre image à cette cérémonie, vous voulez rappeler cette importance de la chefferie dans nos villages à toutes ces populations et aux intéressés eux-mêmes. Le parrain et le patron de la cérémonie, respectivement Zoumana Koulibaly et le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, ont tous exhorté ces chefs traditionnels à contribuer à renforcer la cohésion et la sécurité, gage de développement. Il a fallu Alassane Ouattara pour prendre en 2014 un texte qui donne aux rois et chefs un statut et qui leur confère un vrai pouvoir. C'est en cela que je voudrais que nous rendions tous un vibrant hommage au président de la République, qui a compris l'importance que vous avez, qui connaît votre rôle. Le porte-parole du gouvernement étant présent, c'était aussi l'occasion pour les populations de faire des doléances. Entre autres, l'érection du Nangaka en chef-lieu de sous-préfecture, la construction d'un château d'eau, du foyer des jeunes et le bitumage de la voirie. Un tout autre sujet à présent, guérir du passé, du combat pour la liberté au travail pour la paix. Cette œuvre littéraire, écrite par un prêtre anglican, le père Michael Lovesley, a été présentée récemment au grand public. La rencontre s'est tenue dans la commune de Cocody. Le point dans ce reportage de Pacom Didi et Jean Djadji. Guérir du passé, du combat pour la liberté au travail, pour la paix. Une œuvre littéraire pour la guérison des mémoires. Le père Michael Lovesley, auteur de l'œuvre, fait partie des combattants pour la liberté contre l'apartheid en Afrique du Sud. Son engagement dans l'action politique pour la non-violence dans ce pays fait de lui un exilé aumônier au Zimbabwe. Le 23 avril, 3 mois après la libération de Nelson Mandela, le père Michael Lovesley reçoit un colis piégé. Il perd ses 2 membres supérieurs et un œil. Une souffrance, des expériences douloureuses que l'auteur retrace dans ce livre de 412 pages. La première des valeurs, c'est la dignité humaine. Que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu et que tous les êtres humains sont d'une valeur infinie. J'espère que les gens en Côte d'Ivoire liront ce livre et le verront comme miroir de leur propre cheminement. Avec cet ouvrage, l'auteur parcourt le monde entier pour promouvoir des valeurs comme le pardon, la dignité humaine, l'égalité entre les peuples. À l'initiative de la structure Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, la Côte d'Ivoire bénéficie également de ce témoignage poignant sur la douleur des peuples. Il nous a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses et surtout nous a montré une démarche à suivre
pour aboutir vraiment à une réconciliation avec soi-même, mais une réconciliation aussi avec les autres. À travers sa douleur, c'était aussi la douleur du peuple, puisqu'il combattait l'apartheid et les conséquences ne l'ont pas arrêté. Il continue aujourd'hui de faire le tour du monde pour annoncer le message d'amour, de paix, de réconciliation. Et pour nous, en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de cette cohésion sociale. Fondateur de l'Institut pour la guérison des mémoires, Michael Lapsley se bat pour les victimes de diverses formes de violence et d'oppression. Une plateforme digitale pour valoriser les compétences de la diaspora ivoirienne. C'est une initiative de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Les explications de Laure Goretti et Jean Djadji. Mobiliser et valoriser les compétences de la diaspora ivoirienne, c'est le défi que veut relever la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Pour atteindre ces objectifs, elle met en place des mécanismes, dont l'outil interactif de valorisation des compétences. On ne souhaite pas que la diaspora revienne en Côte d'Ivoire en se promenant avec les CV pour voir quels sont les services qui peuvent se mettre à leur disposition ou bien les services dans lesquels ils peuvent travailler. Cet outil interactif, il va permettre une interconnexion entre non seulement les compétences de la diaspora, mais toutes les structures qui souhaitent recruter des compétences de la diaspora. La diaspora ivoirienne est estimée à 1 240 000 individus, selon une étude menée en 2012, un potentiel levier dans le développement du pays. Qu'on mobilise l'ensemble des compétences dans tous les secteurs que la diaspora peut offrir afin qu'elle participe entièrement au développement de la Côte d'Ivoire, pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan intellectuel. En plus du recensement des compétences de la diaspora, la validation de cette plateforme digitale permettra aux acteurs de l'offre et de la demande de coordonner leurs actions en matière de mobilisation et de valorisation des compétences de la diaspora. Les entreprises citoyennes invitées à soutenir les activités de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Appel lancé il y a quelques jours par le ministre de la Promotion des sports et du développement de l'économie sportive, Paulin Danho. Les explications de Konaté Ngamblé. Le mouvement sportif ivoirien, les présidents de fédérations sportives, les journalistes, les entreprises publiques, parapubliques et privées, tous ont répondu à l'invitation de l'OASU. Ce déjeuner, occasion d'un échange en famille entre l'OASU et ses partenaires, a permis à Kone Mamadou Souleymane de remercier ses soutiens pour leur action et leur engagement. Après avoir dressé un bilan des activités écoulées, le directeur général de l'OASU compte s'appuyer sur les partenaires dans le cadre de la recherche de nouvelles sources de financement et de redynamisation du sport scolaire et universitaire. L'environnement n'a jamais été aussi favorable, transformons-le. Nous attendons donc la participation de tout le monde. Aider à la réorganisation spatiale de la pratique sportive dans chaque établissement. Reconnaissant à tous les acteurs du sport ivoirien pour leur mobilisation, le ministre de la Promotion des sports et du développement de l'économie sportive, Paulin Claude Danho, a saisi l'occasion pour féliciter la direction générale de l'OASU avant d'exhorter les entreprises à accompagner cet établissement public national dans sa quête d'occuper sainement la jeunesse scolaire et consolider l'esprit d'excellence et de compétition. Nous sommes des partenaires naturels et de façon transversale, nous agissons ensemble sur les mêmes cibles. L'État jouera sa partition en infrastructure, l'État va donner les moyens pour organiser le minimum des choses. Ceux qui veulent agir pour donner de l'éducation morale, vous avez là l'opportunité d'être partenaire avec l'OASU, qui est un instrument puissant. Autre moment fort de cette journée de remerciement, la remise de certificats de reconnaissance au Programme national de la santé scolaire et universitaire, ainsi qu'à la direction de la vie scolaire, deux structures partenaires de l'OASU, clôturant ainsi ce déjeuner d'échange qui s'est déroulé dans l'humour et la détente autour de couverts bien garnis. Les images à présent, le phénomène de migration clandestine se poursuit alors que des centaines de migrants errent dans la forêt coincés entre les gardes-frontières polonais et leurs homologues biélorusses. Un réseau de volontaires polonais s'active pour leur venir en aide. Mais le gouvernement continue à refuser l'accès des associations caritatives et des médias au nom de l'état d'urgence mis en place début septembre dernier.
Pour terminer, rappelons que en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Hachi était aujourd'hui face à la presse. Les actions gouvernementales, la croissance économique pour l'année 2021 et les perspectives de développement du pays. Des sujets au menu de cette rencontre à l'auditorium de la Primature dans la commune du Plateau. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention.